Bienvenue sur Thérapeute Kids, le podcast réservé aux thérapeutes qui veulent accompagner les enfants d'aujourd'hui à devenir des adultes heureux et responsables demain. Si tu ne me connais pas encore, je suis Isabelle Ablin, la fondatrice de Kiddy Mind, une communauté et une plateforme en ligne dédiée aux professionnels de l'enfance, qu'ils soient débutants ou plus avancés dans leur pratique. En solo ou accompagné de mon invité, je partage dans ce podcast les meilleurs outils et pratiques à utiliser concrètement dans tes séances, mais également toutes les clés pour asseoir ta légitimité et incarner pleinement ta posture d'accompagnant. Alors installe-toi confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Dans cet épisode, on va parler de ce moment de bascule entre le moment où vous n'accompagnez pas encore les enfants, mais vous êtes en train de vous dire que ça pourrait être intéressant pour plusieurs raisons. D'une part, parce que c'est un public que vous auriez plaisir à accompagner, et d'autre part aussi peut-être que c'est une niche dans laquelle vous pourriez développer votre activité pour vous différencier de la plupart des hypnothérapeutes qui accompagnent toutes sortes de problématiques. Donc j'aimerais vous proposer de vous poser 3 questions avant de vous décider à accompagner les enfants. 3 questions qui ont pour but vraiment de vous faire gagner du temps parce que quand on ne prend pas le temps de se poser ces questions et surtout d'y répondre honnêtement, l'idée c'est vraiment de vous répondre à vous-même et donc pas de vous censurer dans les réponses que vous allez apporter. Eh bien, si on ne prend pas le temps de se poser ces 3 questions-là, il y en aurait probablement d'autres, mais celles-ci me paraissent assez essentielles. Si on ne prend pas le temps, le risque, c'est d'empiler plein de formations et puis finalement de ne pas vraiment développer cet accompagnement-là ou au contraire de s'engager dans l'accompagnement des enfants et des adolescents et de leurs parents pour de mauvaises raisons qui à la fois peuvent vous mettre, vous, en difficulté, mais aussi et surtout mettre en difficulté ceux que vous allez accompagner et c'est absolument pas ce qu'on cherche, bien évidemment. Donc, la première question à vous poser, c'est pourquoi vous voulez accompagner ce public-là. Moi, quand j'ai démarré dans le travail social, assez vite, que ce soit aussi bien dans ma formation de monitrice éducatrice, puis par la suite dans ma formation d'éducatrice spécialisée, on a assez vite été sensibilisé à cette question-là et de s'interroger sur notre propre enfance, sur notre propre parcours, de façon à être au clair sur le fait que quand on accompagne un public d'enfants ou d'adolescents, le but n'est surtout pas de venir réparer sa propre histoire. Parce qu'on peut avoir un passé difficile, douloureux, et avoir l'envie au fur et à mesure qu'on grandit, de se dire moi, quand je serai grand, quand je serai adulte, je ferai en sorte que les enfants ne vivent pas ce que j'ai vécu. Donc l'intention est évidemment très louable et on peut avoir un passé difficile et douloureux et s'engager pour autant dans l'accompagnement de ce public-là. Mais il est important d'avoir fait tout un travail avant soi-même pour être au clair avec nos différentes blessures et faire en sorte qu'elles ne viennent pas se rejouer dans les séances. Parce que un des risques, ce serait notamment de vouloir protéger les enfants à tout prix en fonction des situations que vous rencontreriez et de basculer du côté du sauveur, celui qui va venir amener la solution, celui qui va faire en sorte que cet enfant arrête de vivre ce qu'il est en train de vivre. Et c'est pas l'idée parce que on va entretenir en plus celui qu'on accompagne dans cette idée qu'il a absolument besoin de quelqu'un d'extérieur. Alors bien sûr qu'il peut y avoir besoin de quelqu'un d'extérieur pour se sortir parfois d'une situation extrêmement compliquée, mais je crois que le rôle de l'accompagnant, c'est avant tout de donner des outils aux enfants et aux adolescents, aux adultes aussi bien sûr, mais là si on se centre sur le public des plus jeunes, l'idée pour moi c'est vraiment de leur donner des outils qu'ils vont pouvoir utiliser toute leur vie, des outils qui vont leur permettre de mieux se connaître, qui vont leur permettre de comprendre et de savoir reconnaître déjà les émotions qu'ils traversent, de savoir les accueillir, de pouvoir les traverser, les dépasser, parce que bien évidemment, il n'y a pas de
de baguette magique et personne ne peut faire en sorte que les événements douloureux de la vie s'effacent. Et donc, ce que chacun a à vivre, il va le vivre de toute façon. En revanche, la manière dont on va vivre ces événements-là peut être très différente d'une personne à une autre. Et c'est justement quand on a cette capacité d'introspection, cette capacité de pouvoir reconnaître ce qui se passe à l'intérieur de soi, de pouvoir mieux se connaître, mieux connaître son fonctionnement, ses limites, ce qui est possible pour soi, ce qui nous fait vibrer, ce qui au contraire fait qu'on ne se sent pas respecté. C'est quand on apprend tout ça et qu'on va être davantage en capacité de pouvoir poser ses limites, même quand on est enfant. Je vous invite notamment à aller lire l'ouvrage de Philippe Haïm sur accompagner les jeunes à sortir du harcèlement, où il explique très bien cette idée que, bien sûr qu'on pourrait intuitivement agir directement du côté de la personne qui harcèle, mais le fonctionnement de l'enfant ou l'ado qui est harcelé, si on n'agit pas sur ce fonctionnement-là, si on n'amène pas l'enfant à savoir poser ses limites, savoir se faire respecter, etc., il y a fort à parier que même si on change l'enfant d'environnement, le même type de situation se rejoue à un moment donné, parce que cet enfant-là n'aura pas appris justement à se faire respecter. Donc l'idée pour moi, c'est pourquoi vous voulez accompagner ce public. Attention à ne pas vouloir réparer votre propre histoire. Attention à ne pas vouloir être en mode protecteur, sauveur, mais plutôt à accompagner les enfants et les adolescents à être davantage conscients de la responsabilité qu'ils ont dans la connaissance d'eux-mêmes et de pouvoir leur donner des outils qu'ils vont pouvoir justement utiliser pour traverser les événements de la vie. La deuxième question, c'est est-ce que j'ai les compétences nécessaires ? Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui aimeraient accompagner les enfants. Et donc, je vous renvoie quand même à cette première question. Mais est-ce que j'ai les compétences nécessaires ? C'est important de se dire, OK, est-ce que j'ai besoin de tout savoir ? Moi, mon avis, c'est pas qu'on a besoin de tout savoir, parce que c'est utopique, cette idée qu'on aurait besoin de connaître absolument tout sur toutes les théories du développement de l'enfant, ça n'est pas possible. Et à un moment donné, de toute façon, il va bien falloir se lancer. En revanche, il y a quand même un minimum de compétences qu'on a besoin d'acquérir, et aussi bien des compétences et des connaissances, bien sûr, théoriques, mais aussi tout ce qui a trait à la posture professionnelle, à la posture de l'accompagnant et à tous les enjeux qui vont se mettre en œuvre au fil des séances, entre vous en tant qu'accompagnant et puis ceux que vous allez accompagner. Et donc ça, notamment, une manière de pouvoir avancer là-dessus et développer cette posture professionnelle, cette posture d'accompagnant, c'est de se faire accompagner par quelqu'un qui est plus expérimenté et qui va pouvoir justement faire cet effet miroir, qui va pouvoir vous montrer, en tout cas venir vous challenger sur votre posture justement, et sur ce que vous ne pouvez pas voir ou sur ce que vous ne voulez pas voir, parce que ça peut venir bien évidemment réactiver des blessures. On en a tous et elles vont évoluer en fonction de la vie, bien sûr. Mais quand on accompagne les autres, on peut être régulièrement confronté à des situations qui viennent vraiment nous saisir très fort. Et donc, c'est fondamental d'être accompagné par quelqu'un d'autre. Ensuite, pour choisir la spécialité vers laquelle vous avez envie d'aller, et notamment accompagner des enfants, ça va être important de chercher aussi une formation, un accompagnement qui va vous donner à la fois des éléments de théorie, bien évidemment, des éléments de compréhension de ce qui se passe dans telle ou telle situation, pour telle ou telle problématique, mais pas que. C'est important aussi qu'il puisse y avoir des partages d'anecdotes, des outils concrets, de façon à pouvoir modéliser ce que l'intervenant propose, et petit à petit
construire votre propre pratique, parce que c'est bien l'idée, hein. On part toujours de j'apprends la théorie, j'apprends les techniques, j'apprends les outils, je vais au départ les plaquer jusqu'à ce que je me les approprie. Et le but de tout ça, c'est de se les approprier tellement qu'on va pouvoir déconstruire ce qu'on a appris de manière très ordonnée, très carrée, très concrète, pour pouvoir vraiment utiliser toute cette connaissance, toute cette matière, tous ces outils, et pouvoir les mixer et faire quelque chose qui vous ressemble vraiment, parce que là, vous allez pouvoir déployer tout votre potentiel en fonction de qui vous êtes. Quand on est professionnel de l'accompagnement, j'ai un de mes mentors qui a été un de mes tout premiers formateurs quand j'étais en école de monitrice éducatrice, qui s'appelle Philippe Gaberan. Je vous invite à aller voir ses ouvrages, notamment sur la relation éducative, parce qu'il parle vraiment des fondamentaux et de ces tout petits riens du quotidien qui font en fait tout ce qu'on pourrait attendre d'un professionnel de l'accompagnement. Eh bien, Philippe Gaberan, il parlait souvent de ce moi professionnel qui est adossé à ce moi personnel. Et effectivement, je pense qu'il y a ces deux facettes qui nous traversent en permanence. C'est qui je suis avec mon histoire, mes blessures, la manière dont j'ai bossé dessus, dont je les ai dépassées, et puis les connaissances que j'ai acquises, l'expérience par laquelle je suis passée et qui m'a donné du feedback pour que je puisse justement réajuster et m'approprier vraiment ma manière d'accompagner en fonction de ma propre évolution personnelle. Donc il y a toujours pour moi ces deux facettes, personnelle, professionnelle, ces deux moi qui cohabitent en permanence. Et c'est chouette de pouvoir les identifier pour pouvoir s'y adosser et adopter aussi un accompagnement qui soit très authentique. On voit que les professionnels, par exemple, dont on dit qu'ils ont souvent un masque, ce sont souvent ces professionnels qui ont du mal à s'appuyer sur leur moi personnels et qui vont davantage s'appuyer sur leurs connaissances, sur leurs compétences, sur tout ce qu'ils ont appris finalement, sur tout ce qu'ils ont construit, mais sans appuyer ça sur le socle de qui ils sont. Et c'est dommage parce que ça donne souvent des accompagnements un peu de surface et pour lesquels les gens qui se font accompagner vont bien sentir qu'il y a un truc qui manque finalement, quelque chose peut-être d'un peu froid, d'inauthentique. Et puis pour développer les compétences nécessaires pour accompagner, là en particulier les enfants et les ados, mais ça vaut pour tout type de spécialité finalement, il y a vraiment cette nécessité de savoir s'entourer, de ne pas rester seul, s'entourer de pairs, de gens qui font le même métier que vous et qui travaillent avec le même public que vous, parce que ça va permettre de s'exposer à d'autres points de vue, donc de prendre le risque aussi d'avoir des gens qui ne seront pas d'accord avec vous. Et même si c'est pas forcément agréable sur le moment, c'est aussi ce qui fait qu'on va pouvoir s'approprier ce que dit l'autre à un moment donné, ou au contraire renforcer certains de ses principes et se dire non, là je suis vraiment pas d'accord parce que pour telle et telle raison. S'entourer de pairs aussi, c'est se rendre compte que personne ne sait tout, et ça c'est important de réaliser que finalement on n'est pas tout seul à douter dans son coin et que le doute fait de toute façon partie du chemin, où que vous en soyez du chemin, parce que nous sommes des êtres d'évolution, et donc sur ce chemin d'évolution, forcément, il y a des sorties de zone de confort, des sorties de zone de sécurité qui font que, on se retrouve à douter, est-ce que j'y vais, est-ce que je vais un petit peu plus loin, ou est-ce que je reste là où je suis? Et puis, régulièrement, il y a ce moment où on se dit, non, là, je peux plus rester où je suis, je vais prendre le risque, parce que ça me semble, c'est Laurent Bertin qui explique ça très très bien dans une de ses conférences, où finalement, quand la situation dans laquelle je suis est trop douloureuse, est plus douloureuse que ce que j'imagine du risque que je vais prendre, c'est là qu'on va pouvoir prendre le risque justement d'aller vers autre chose. Et donc, ce moment où on prend le risque d'aller vers autre chose, bien évidemment qu'il y a des doutes, et peu importe, encore une fois, quelle que soit votre expérience et vos connaissances. Mais voilà, c'est aussi une expérience que vous allez faire
intégrer ces doutes finalement, de les vivre pleinement, complètement, jusqu'à vous réapproprier une nouvelle manière de faire. Et puis bien sûr, je l'ai dit rapidement, mais quand on s'entoure d'autres collègues qui font le même métier que soi, ça permet aussi de rompre la solitude du libéral parce que elle est réelle. Et moi, par exemple, qui suis passée de 17 ans de travail en institution et donc de travail en équipe à des accompagnements en libéral, alors autant j'adore travailler toute seule, autant on peut quand même vite se sentir très seul et manquer justement de ce retour des collègues qui, même si parfois il n'est pas toujours extrêmement agréable à entendre sur le moment, invite à la réflexion et invite aussi à progresser. Et puis au-delà des retours qui font pas forcément du bien tout de suite, il y a aussi beaucoup d'échanges qui sont très soutenants, justement parce qu'on n'est pas seul et qu'on a d'autres collègues avec qui partager ce qu'on vit, et ça c'est primordial. La troisième et dernière question que j'ai envie de vous poser avant de vous décider à accompagner les enfants, c'est est-ce que vous êtes prêt à mettre votre focus sur le développement de cette activité ? Là encore, c'est hyper important. Je vois beaucoup de collègues qui finalement empilent les formations en se disant bon, ok, j'ai fait cette formation, mais je m'aperçois que ça tourne pas comme je voudrais, j'ai pas le nombre de rendez-vous que j'imaginais et du coup, je n'arrive pas à en vivre. Du coup, ça me fait flipper. Mais j'ai vu, tiens, cette autre formation, cette spécialité, par exemple, cette formation pour les enfants et les ados qui me fait de l'œil et je me dis que ça pourrait être bien intéressant pour développer cette spécialité-là et me démarquer des collègues qui sont présents dans ma région. Ok, jusque-là, la réflexion est plutôt intéressante, mais est-ce que vous allez être prêt à mettre le focus vraiment sur le développement de cette spécialité-là ? Parce que c'est facile de se dire, on appelle ça le syndrome de l'objet brillant, où quand on n'arrive pas à développer ce qu'on veut, on peut vite être tenté d'aller chercher d'autres formations dont on se dit, tiens, ça a l'air vachement bien ça. Mais il n'y a pas de secret, il n'y a pas de miracle. À un moment donné, ce qui va faire la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui ne réussissent pas, c'est que ceux qui réussissent font ce que les autres ne sont pas prêts à faire. Et parmi ce que beaucoup ne sont pas prêts à faire, c'est mettre le focus sur les actions qui vont vraiment donner des résultats du concret et la persévérance. Pour moi, c'est quelque chose qui est adossé au focus parce que persévérer, alors ça ne veut pas dire s'acharner, attention, mais persévérer en se disant « Ok, j'ai commencé à développer ce truc-là », c'est vrai qu'on est dans une société où tout va tellement vite, où on a l'habitude d'avoir les choses de manière extrêmement rapide que parfois, on publie 3 posts et on se dit personne répond à mes posts, j'ai pas de clients et pourtant j'ai publié quelques posts la semaine dernière, mais c'est pas suffisant en fait. Il faut vraiment persévérer, y aller, oser vous montrer. Ça pourrait faire un épisode de podcast tout entier. Mais c'est fondamental de continuer. Et pour savoir si on est plutôt dans la persévérance plus que dans l'acharnement, parce qu'il ne s'agit pas de s'acharner à continuer à faire des trucs qui ne servent à rien finalement, et il y en a beaucoup qui font des trucs qui ne servent à rien et qui s'épuisent, et c'est quand même très très dommage. Eh bien bon sang, écoutez ceux qui ont fait le chemin avant vous, en fait, modélisez les personnes dont vous vous dites, c'est ça que j'aimerais avoir accompli dans quelques temps. Comment cette personne a fait pour aller là ? Et poser des questions. Qu'est-ce que tu as fait pour arriver là ? Par quoi tu as commencé ? Sur quoi tu t'es concentré ? Sur quoi tu as mis ton focus ? Quelles ont été les actions qui ont rapporté l'essentiel de tes résultats ? Et au contraire, est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles tu t'es concentré et qui n'ont pas servi à grand-chose et que tu aurais pu largement différer ?
écoutez les gens qui ont fait le chemin avant vous parce que leur manière d'avoir développé ce que vous avez envie de développer, forcément, il y a des choses à modéliser. Et s'il vous plaît, arrêtez de dire, quand vous poserez la question à ces personnes-là, très souvent, ce que j'entends aussi derrière, c'est « oui, mais moi, oui, mais ceci », stop. Quand vous vous entendrez dire « oui, mais très souvent, c'est qu'il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui est là qui résiste en fait et qui n'a pas envie finalement de mettre en place ce que l'autre a fait. Et c'est une manière, ce oui mais, il est là pour se trouver de bonnes raisons de ne pas le faire. Sauf qu'à un moment donné, encore une fois, il n'y a pas de secret. Si d'autres ont réussi avant vous, c'est que c'est possible. Bien sûr que c'est possible, mais il y a probablement des choses que vous faites là actuellement qui ne servent pas le développement de votre activité. Voilà, donc si je résume les 3 questions à vous poser avant de décider d'accompagner les enfants, c'est pourquoi est-ce que vous voulez accompagner ce public-là en particulier ? Et encore une fois, attention de ne pas le faire pour de mauvaises raisons, avec votre côté sauveur par exemple, ou réparer votre propre histoire. Pourquoi vous voulez accompagner ce public ? Et n'hésitez pas à le poser par écrit. La deuxième question, est-ce que vous avez les compétences nécessaires ? Alors, il ne s'agit pas de tout savoir, mais s'il vous plaît, allez vous former quand même pour acquérir un minimum de connaissances, d'outils concrets que vous allez pouvoir utiliser. Et puis, pensez à vous entourer de pairs qui font le même métier que vous ou que celui que vous souhaitez faire, de façon aussi à pouvoir vous appuyer sur leur expérience jusqu'à vous approprier ce qui vous parle. Et enfin, est-ce que vous êtes prêt à mettre le focus sur le développement de cette spécialité auprès des enfants et des adolescents ? Il ne s'agit pas d'empiler toutes les formations et les connaissances que vous allez trouver dans ce domaine-là. Il s'agit surtout d'être focus et d'être persévérant dans les actions que vous allez poser, et puis prenez appui sur des gens modélisés, des gens qui ont déjà fait le chemin avant vous, et repérez surtout tous les oui mais, soit que vous allez dire en direct à la personne, soit que vous allez vous dire intérieurement chaque fois que la personne dira bah oui moi j'ai fait ça. Si vous vous entendez, s'il y a cette petite voix à l'intérieur de vous qui dit oui mais nanana, attention, c'est probablement une forme d'excuse que vous êtes en train de vous chercher, et je vous invite vraiment à aller justement creuser de ce côté-là, parce que c'est probablement là qu'il y a un truc qui vous empêche, vous, de développer cette spécialité auprès des enfants comme vous aimeriez le faire. Je m'arrête là pour aujourd'hui. J'espère que ces 3 questions vous aideront à déblayer un petit peu le terrain si ça vous paraît un petit peu flou en ce moment et que vous êtes justement dans cette bascule. Est-ce que je dois développer cette spécialité auprès des enfants et des ados ou pas ? Eh bien, posez-vous ces 3 questions. N'hésitez pas à mettre les choses par écrit. Et puis, si vous avez d'autres questions qui vous paraissent pertinentes et qui seraient utiles pour les autres à se poser avant d'accompagner les enfants et les ados, n'hésitez pas à commenter sur votre plateforme de podcast préférée, Apple ou Spotify. C'est toujours très chouette pour moi de lire vos retours. Je vous dis en attendant à très vite pour un prochain épisode.